Très bien. Donc effectivement, on m'a demandé de vous présenter les dernières recommandations sur la thromboprophylaxie veineuse périopératoire. Elles ont été publiées l'an dernier, elles ont été réalisées par le GIHP, le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, évidemment en collaboration avec la Société française d'anesthésie-réanimation, mais vous voyez sur les logos, c'est aussi en collaboration avec un certain nombre d'autres sociétés, la Société française des hémostasiens, la Société française de médecine vasculaire, le réseau Innov-VTI, qui est le réseau des thrombologues, la Société française de chirurgie digestive, la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. L'intérêt de préciser tout ça, c'est que d'emblée, ça nous met d'accord avec un certain nombre d'autres sociétés sur la façon dont on va procéder en périopératoire. Le GIHP, c'est aujourd'hui le groupe qui souvent met à jour les recommandations qui concernent l'hémostase périopératoire. Vous reconnaîtrez sur la photo l'oratrice suivante. C'est un groupe qui est constitué pour moitié d'anesthésistes réanimateurs et pour moitié d'autres spécialités concernés par les problèmes d'hémostase périopératoire, ce qui fait notre richesse et qui permet d'avoir finalement un regard assez large sur nos problématiques. On a fait un texte long, 80 pages, mais nous avons mis un sommaire détaillé, comme vous le voyez, pour que chacun puisse assez rapidement trouver l'information qu'il cherche, avec des figures de synthèse, et tout à la fin de mon topo, il y a la figure de synthèse principale du document. Pour vous montrer à quel point il est nécessaire de mettre à jour ces recommandations, je vous propose ce cas. Madame S, 46 ans, 47 kilos, opérée d'une ligamentoplastie du genou gauche en ambulatoire. Elle a un rein unique depuis toujours. Elle a aussi une fracture de cheville opérée il y a 5 ans avec une thrombose veineuse proximale fémorale dans les suites. Aujourd'hui, elle n'a plus de traitement. Elle a comme particularité dans les suites de son rein unique un DFG à 20 ml/min. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thromboprophylaxie ? Je propose de voter à main levée. Vous pouvez être détendu, j'ai la lumière dans le nez, je ne vois rien. Qui propose rien? Après tout, c'est une ligamentoplastie. Qui veut de l'énoxaparine 2000? Qui préférerait de l'énoxaparine 4000 une fois par jour, très classiquement? Qui se sent une âme moderne pour du rivaroxaban 10 mg? Ou plutôt une âme un peu totalement archaïque et dépassée, la calciparine, 5000 x 2? De l'aspirine, 75 mg pour faire plaisir aux modérateurs? Ou des contentions élastiques graduées? Je n'ai pas pu m'en empêcher. La réponse est à la fin, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Pourquoi est-ce qu'on a mis à jour ces recommandations? Parce qu'elles étaient anciennes, elles dataient de 2011, certes, mais surtout parce que le risque thromboembolique veineux périopératoire a diminué. Effectivement, il y a eu des progrès de l'anesthésie, des progrès de la chirurgie, la durée d'hospitalisation a été réduite, on a développé les parcours d'ambulatoire, la RAC, et au total, le risque d'événement thromboembolique veineux a sévèrement diminué. Puisqu'il a diminué, ça nous a conduit à réfléchir, à savoir si on ne pourrait pas modifier les schémas de thromboprophylaxie veineuse, ne plus en faire dans certains cas, faire éventuellement plus court, ou pourquoi pas utiliser des molécules moins puissantes, puisque le risque est plus faible, dans l'idée de réduire le risque hémorragique. Et c'est comme ça qu'on a exploré d'autres options. Si on part de la prothèse totale de hanche ou de genou, les recommandations de 2011 proposaient soit des HBPM, soit du Fondaparinux, soit un des 3 AOD, et c'était les 5 options. Si on se dit que le risque diminue, qu'on pourrait peut-être utiliser des molécules moins puissantes, c'est là qu'arrive l'aspirine. Si jamais l'aspirine faisait aussi bien et faisait moins saigner, ça pourrait être une solution d'avenir. On en a beaucoup discuté sur ces 10 dernières années, beaucoup avec le modérateur. Et puis finalement, pour aujourd'hui, le débat est clos, peut-être il reviendra plus tard, mais il est clos avec la publication de l'étude Crystal, un gros essai randomisé publié dans le JAMA. C'est un essai randomisé par cluster et par hôpitaux. Il y a 31 hôpitaux qui ont inclus des patients, presque 10 000 patients opérés de PTH et de PTG, qui ont reçu soit de l'énoxaparine, 4000, soit de l'aspirine, sur une durée tout à fait standard, 35 jours pour la hanche, 14 jours pour le genou. L'énoxaparine gagne sur le critère de jugement principal d'efficacité, puisqu'il y a moins d'événements thromboemboliques veineux symptomatiques avec l'énoxaparine comparativement à l'aspirine. Si vous regardez à l'extrême droite, si jamais vous pensiez que l'aspirine pourrait moins faire saigner, ou clairement ce n'est pas le cas, il n'y a pas de différence significative sur les hémorragies majeures. Et en termes d'efficacité, c'est au milieu, évidemment. Il y a une réduction d'abord des thromboses veineuses distales, c'est là que c'est significatif. Il y a une diminution des embolies pulmonaires en valeur absolue, mais là, ce n'est pas significatif. Donc avec cette étude, on
relègue finalement au placard l'aspirine en post-opératoire immédiat. Si jamais vraiment vous voulez faire de l'aspirine, c'est tout à fait possible, mais dans le cas d'une thromboprophylaxie séquentielle, puisque c'est ce qui a été montré dans la littérature, dans cet essai randomisé du New England. 3000 patients opérés d'une prothèse totale de hanche et de genou qui vont tous, d'abord recevoir 5 jours d'anticoagulants. C'est du rivaroxaban. Et après ces 5 jours, ils sont randomisés pour recevoir soit de l'aspirine, soit poursuivre le rivaroxaban, là encore pour des durées très classiques. C'est un essai de non-infériorité. En termes d'efficacité, c'est la partie gauche. On va dire que l'aspirine est aussi efficace que le rivaroxaban sur la prévention des événements thromboemboliques symptomatiques. Et en termes de sécurité, là encore, si vous pensiez que l'aspirine ferait moins saigner, c'est raté. En termes d'hémorragie majeure, il n'y a pas de différence. Et si on regardait les valeurs absolues, il n'y a même pas de tendance, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut effectivement, avec cet essai, utiliser l'aspirine dans les suites de 5 jours d'anticoagulants, à condition que vos patients ressemblent à ceux de l'étude, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de facteur de risque thromboembolique lié au patient, qui sont dans le cadre d'une chirurgie première, ce n'est pas de la reprise de hanche ni de la reprise de genou, et dans un programme de RAC, puisqu'ils restent en médiane 3 jours à l'hôpital. On a repris ces données pour écrire les recommandations. Il est donc recommandé de prescrire une thromboprophylaxie après PTH ou PTG. La durée, il n'y a pas d'études qui testent autre chose que classique, donc on est resté classique. 35 jours pour la hanche, 14 jours pour le genou. On a repris les recommandations précédentes. On peut toujours faire des anticoagulants parce que c'est extrêmement simple. Mais on peut aussi faire la thromboprophylaxie séquentielle. 5 jours d'anticoagulants d'abord, puis de l'aspirine pour une durée standard, en respectant les conditions de l'étude, c'est-à-dire dans un parcours de RAC réussi et en absence de facteurs de risque thromboembolique veineux majeurs ou d'association de facteurs mineurs. La fracture du col, rien de neuf, pas de nouveaux essais randomisés, on n'a rien changé. On a donc continué de recommander une thromboprophylaxie par un anticoagulant, HBPM ou Fondaparinux pendant 4 semaines, et c'est du grade 1+. On a reprécisé, mais là aussi rien de neuf, que si le patient n'était pas opéré tout de suite, il fallait débuter la thromboprophylaxie en préopératoire, en respectant le délai de 12 heures entre la dernière injection et la chirurgie. Rien de nouveau. Là où il y a des nouveautés, c'est ici, la fracture du fémur, de la rotule du tibia, de la cheville, la rupture du tendon d'Achille. On a recommandé, avec un grade 1+, une thromboprophylaxie par un anticoagulant. Et vous voyez la ligne du dessous, il est proposé de préférer un AOD anti-DISA à une HBPM. Ça, c'est la vraie nouveauté des recommandations. On a introduit les AOD dans la chirurgie du membre inférieur hors prothèse totale de hanche et de genou avec du 2+. Comment on en arrive là? Parce qu'il y a un essai randomisé dans le New England, un essai français, Pronomos. C'est 3000 patients qui ont une chirurgie orthopédique non majeure du membre inférieur à risque thromboembolique et qui vont être randomisés pour recevoir soit l'enoxaparine, hyper classique, soit du rivaroxaban. Et le critère de jugement, c'est les événements thromboemboliques veineux majeurs pour l'efficacité, les hémorragies majeures pour la sécurité. En général, il y a toujours un chirurgien qui dit « je ne veux pas d'AOD en post-opératoire de ma chirurgie, c'est hors de question, ça fait saigner ». Donc on a l'illustration que ça n'est pas totalement vrai ici. Vous voyez qu'en termes d'efficacité, tout à gauche, eh bien, le rivaroxaban est plus efficace pour réduire les événements thromboemboliques veineux majeurs, mais la partie droite, sans sur-risque hémorragique. Le rivaroxaban ne fait pas plus saigner. Donc un argument d'efficacité et de sécurité pour pouvoir mettre du rivaroxaban en chirurgie orthopédique non majeure, c'est-à-dire hors PTH, PTG. Ok, la chirurgie orthopédique non majeure, c'est une espèce de fourre-tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cette étude? Alors il y a effectivement la fracture du plateau tibial. Enfin, de prendre par la bouche plutôt que des piqûres dans la fracture du plateau tibial, c'est une transformation du confort, plus un bénéfice d'efficacité et pas d'effet sur la sécurité, donc clairement un vrai bénéfice. La fracture de la diaphyse fémorale, là aussi, tout ça c'était 10% de la population, avec des événements qui survenaient fréquemment, 2,3% au cours de l'étude. C'est important le 2-3% parce que la barre, en général, c'est 1%. On dit que quand il y a plus de 1% d'événements, ça vaut le coup de faire la thromboprophylaxie. Quand il y a moins de 1%, probablement, il n'y a pas de bénéfice à faire ça. Dans le reste de la population, un tiers de la population, c'était de l'arthrodèse ou de la fracture de cheville, du tendon d'Achille, de l'arthroscopie de hanche. Donc pour tous ces patients, le rivaroxaban est une bonne option. Il y avait aussi un tiers de la population qui était de la ligamentoplastie de genou.
Juste, avant de se dire qu'on va aussi leur proposer du rivaroxaban, regardez, c'est que 0,7% d'événements thromboemboliques veineux. On est passé sous la barre des 1%, ce qui laisse penser que peut-être c'est pas totalement utile. Est-ce qu'on a d'autres arguments pour dire que la thromboprophylaxie n'est pas utile? Quand on regarde dans la littérature, on retrouve régulièrement que les événements thromboemboliques veineux après ligamentoplastie sont rares, 0,4% ici, 0,53%. Et à l'inverse, le risque hémorragique est plus important, 1,1%, 1% ici dans l'étude que je viens de vous présenter. Et finalement, faire une thromboprophylaxie, pour un bénéfice tout petit puisque les événements sont rares, mais un risque hémorragique plus important, nous conduit à recommander de ne pas faire systématiquement cette thromboprophylaxie. C'est ce qu'on a écrit ici pour la ligamentoplastie du genou, mais aussi pour l'arthroscopie simple, la ménisectomie, la chirurgie de l'avant-plie, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique. Pas systématique, mais il y a des cas où on peut. Si le patient présente un facteur de risque thromboembolique veineux majeur ou plusieurs facteurs de risque mineurs, alors il pourra avoir cette thromboprophylaxie. Les facteurs de risque majeurs sont tout en dessous, mais j'y reviens dans un instant. Et dans cette situation, on part pour 7 jours. Il n'y a pas vraiment de données dans la littérature pour dire 5 jours, 7 jours, 10 jours. On a dit donc 7 jours minimum. Les facteurs de risque thromboembolique veineux du patient. Les facteurs qui vont faire que, alors que la chirurgie est à faible risque thromboembolique veineux et qu'elle ne nécessiterait pas par elle-même une thromboprophylaxie, on va quand même en mettre. Eh bien, ces facteurs, c'est ceux qui sont la petite phrase rouge, les facteurs majeurs, c'est l'antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux, la thrombophilie majeure connue, le cancer actif et un BMI supérieur à 40. Il faut garder en tête qu'un patient qui a déjà un antécédent d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse proximale, il a un facteur de risque majeur de récidiver et celui-ci doit bénéficier d'une thromboprophylaxie. C'est un des 4 facteurs majeurs. Et puis, il y a la liste des facteurs mineurs. Dans les grandes évolutions des recommandations, il y a le délai d'introduction de la thromboprophylaxie. Pendant des années, on a dit la thromboprophylaxie, c'est facile, ça commence à H6. Aujourd'hui, on dit bon, on n'est pas vraiment si pressé que ça, on pourrait commencer plutôt le lendemain matin. Imaginez la joie des chirurgiens quand on leur a annoncé ça. Commencer le lendemain matin, c'est réduire le risque hémorragique. Et la question était de savoir si on devait payer en termes de risque thrombotique. Le début de cette réflexion, elle part de la commercialisation du Fondaparinux. C'était il y a longtemps maintenant, mais peut-être vous vous souvenez que quand on a fait du Fondaparinux à H6, les patients ont saigné. Ensuite, il y a eu des études, le graphique représente ça, qui se sont intéressées au risque de faire une hémorragie selon le délai de la première piqûre après la chirurgie. Et vous voyez que plus on retarde, c'est des heures, hein, on retarde de quelques heures, plus le risque d'hémorragie diminue. C'est de là par l'idée qu'on pourrait retarder un peu. Derrière ça, il y a de la littérature complémentaire qui nous permet de proposer de commencer le lendemain. Et c'est ce que vous voyez ici, nos recommandations. En chirurgie programmée, lorsqu'une thromboprophylaxie pharmacologique est indiquée, il est proposé d'en administrer la première dose en post-opératoire. Donc là encore, un message fort, la thromboprophylaxie de la veille au soir en chirurgie programmée n'a pas sa place. C'est pas un scoop. Le scoop, il est là. Dans les situations où la thromboprophylaxie pharmacologique est indiquée, il est proposé de débuter la thromboprophylaxie entre la 12e et la 24e heure post-opératoire. Ça permet d'opérer dans la journée et de commencer le lendemain matin. Et finalement, quand on discute avec les orthopédistes, ça leur permet de faire la visite à l'aube. Et s'il n'y a pas besoin d'une reprise, hop, de commencer la thromboprophylaxie. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. Néanmoins, il y a des situations où tout de même, ça vaudrait le coup de commencer plus tôt. C'est les patients à très haut risque thromboembolique veineux. Et pour cela, on va proposer de commencer assez classiquement entre la 6e et la 12e heure. Et pour le risque thromboembolique veineux élevé, c'est quoi ces patients? Eh bien, vous voyez, c'est les petites lignes en dessous. C'est de nouveau l'antécédent personnel d'événements thromboemboliques veineux, la thrombophilie majeure connue, le cancer actif et le BMI supérieur à 40 ou les associations de facteurs. La chirurgie abdominopelvienne. On a longtemps dit que pour la chirurgie abdominopelvienne majeure, c'était 4 semaines de thromboprophylaxie. Si on dit, on a fait des progrès en anesthésie, ils ont fait des progrès en chirurgie, on a développé la RAC, on a développé l'ambulatoire, la laparotomie, c'est plus tout le monde, on fait du robot, on fait de la célioscopie, est-ce que le risque est le même? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus court? Alors, la réponse est non, on va rester sur 4 semaines. On a des méta-analyses, celle-ci par exemple, qui compilent les essais randomisés qui ont testé court versus long, et vous voyez qu'en termes d'efficacité à gauche, long, 4 semaines, est plus efficace qu'une semaine sur la prévention des événements. Et en termes de complications hémorragiques, de faire 4 semaines, ça n'augmente pas les complications hémorragiques. La célioscopie dans cette affaire, est-ce qu'elle réduit le risque de thrombose et justifierait de faire plus court? Ici, un essai randomisé qui
dans de la chirurgie colorectale par célioscopie compare 1 semaine versus 4 semaines, vous voyez que malgré la célioscopie, 4 semaines gagnent, c'est plus efficace pour la prévention. Et puis il y a un papier plus récent, 2022, grosse revue, Blood. Ils testent la même chose avec un tout petit peu plus de subtilité. Ils testent 1 semaine versus 4 semaines, mais ils testent aussi les AOD, puisque quitte à prendre 4 semaines d'anticoagulants, autant préférer la voie orale que la piqûre. Donc c'est des patients qui vont recevoir 1 semaine de thromboprophylaxie par héparine, puis poursuivre les 3 semaines complémentaires avec du rivaroxaban ou un placebo. Eh bien, le total de 4 semaines avec le rivaroxaban permet de réduire les complications thromboemboliques veineux par rapport au placebo. On reste sur l'idée des 4 semaines. Ce qu'on a repris dans les recos, après une chirurgie abdominopelvienne à risque thromboembolique veineux élevé, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie pour une durée de 4 semaines, et on a bien précisé, y compris en cas de chirurgie mini-invasive ou de parcours de RAC. On peut utiliser le fondaparinux en alternative aux HBPM. On a laissé une place pour les AOD anti-DISA à cause du papier de Blood que je viens de vous présenter avec un grade 2+. Pour la chirurgie abdominopelvienne à risque thromboembolique veineux intermédiaire, on a proposé de prescrire une thromboprophylaxie par HBPM puisqu'il n'y a pas de données pour les AOD dans cette situation pour une durée de 7 jours. Et puis on a repris l'idée que pour le faible risque thromboembolique veineux, la cholécystectomie programmée par exemple, il est proposé de ne pas prescrire de thromboprophylaxie pharmacologique systématique. On la fera uniquement, là encore, si le patient a un facteur de risque majeur ou plusieurs facteurs de risque mineurs. On a refait un point sur l'obésité avec aucun scoop. On avait déjà mis un texte sur le site de l'ASFAR en 2018, donc rien de neuf. On a dit que dans la chirurgie de l'obésité, ou plutôt dans la chirurgie du patient obèse, on restait conventionnel jusqu'à la borne de BMI à 40. C'est la première ligne. Donc chez les patients qui ont une obésité de classe 1 ou 2, on propose un schéma posologique standard. Et c'est au-dessus d'un BMI supérieur à 40 qu'on modifie nos schémas posologiques. Et là, on a proposé les options qui sont disponibles dans la littérature. Le plus classique étant l'énoxaparine. On l'a fait passer de 4000 x 1 à 4000 x 2. On peut même proposer 6000 x 2 pour des patients super obèses avec un poids supérieur à 150. Et puis on a proposé des schémas posologiques pour la daltéparine, la tinzaparine, le fondaparinux et les AOD en fonction de ce qui était disponible dans la littérature. Pour la chirurgie bariatrique, on s'est posé la question de quelle est la durée idéale de thromboprophylaxie. Il y a aussi peu de données dans la littérature et on a conclu que c'était une durée minimale de 10 jours. Les grandes nouveautés, c'est le petit poids. Il n'y avait rien jusqu'à présent et pourtant on a régulièrement des patients de petit poids, 40 kg, 42 kg, pour lesquels on est tout de même ennuyé de leur mettre exactement la même posologie qu'un patient de 90 kg. On a fait une recommandation absolument incroyable. Chez les patients de petit poids, il est proposé d'adapter les schémas posologiques. C'est la classe. Bon, après, en réalité, on a repris tout le résumé des caractéristiques des différentes molécules pour faire des propositions, puisque là, les données, elles sont hyper fragiles dans la littérature, donc on a regardé l'AMM. L'énoxaparine, typiquement, il faut baisser la posologie pour un poids inférieur à 45 kg. La nadroparine, c'est plutôt 50 kg. La tinzaparine, c'est un poids très faible, ce qui reste un peu vague. En tout cas, ça permet d'avoir une indication à adapter en fonction de la molécule que vous utilisez dans votre centre. L'insuffisance rénale, on n'a pas fait de grands scoops, on a repris l'harmonisation des AMM européennes, qui était assez récente. Et dans les grands messages, c'est que l'HBPM, tant qu'elle n'est pas contre-indiquée, est toujours plus efficace que l'héparine non fractionnée. On a donc recommandé d'adapter les modalités de thromboprophylaxie pharmacologique à la fonction rénale. Ça, c'est un point majeur. On l'adapte à la fonction rénale et on ne l'adapte pas à l'activité anti-DISA qui n'a pas sa place en thromboprophylaxie. En cas d'insuffisance rénale sévère, il est proposé d'utiliser les HBPM en première intention, ce que je viens de vous dire. La HNF, c'est toujours moins bien. Et on adapte les schémas posologiques à la fonction rénale. Et donc l'énoxaparine, on peut utiliser 4000 jusqu'à 30 ml/min de clairance, en dessous de 30, entre 15 et 30 ce sera 2000 unités, et en dessous de 15, c'est contre-indiqué. La tinzaparine, on peut l'utiliser à dose standard jusqu'à 20 ml/min de clairance, en dessous, c'est contre-indiqué, et on en revient là à l'héparine non fractionnée en attendant des alternatives. Pour finir, les moyens mécaniques, les bas de contention, ou contention élastique graduée, on avait déjà dit qu'il n'y avait aucune donnée dans la littérature, tous les essais randomisés étaient négatifs, ils ne sont donc pas recommandés pour la thromboprophylaxie veineuse périopératoire. Pour les compressions pneumatiques intermittentes, elles ont une place si
S'il faut faire une thromboprophylaxie veineuse, mais que les anticoagulants sont contre-indiqués parce que le risque hémorragique est trop important, alors on met des CPI. Et dans les situations à très haut risque thromboembolique veineux, on a proposé d'associer anticoagulants et compression pneumatique intermittente, avec un peu d'ambiguïté, parce que définir le très haut risque thromboembolique veineux n'est pas totalement simple et il sera donc laissé à l'appréciation du clinicien. Et on a juste précisé que quand on met des compressions pneumatiques intermittentes, il ne faut pas que ça contraigne le patient à rester au lit plutôt que déambuler, parce que déambuler, c'est toujours mieux sur la prévention. La dernière diapositive, la diapositive de synthèse finalement. On évalue en premier le risque thromboembolique veineux de la chirurgie. Lorsque le risque est faible, on vérifie que le patient a ou n'a pas des facteurs de risque personnels. S'il en a, on fait une thromboprophylaxie. S'il n'en a pas, on n'en fait pas. Et si le risque thromboembolique veineux de la chirurgie est élevé, alors le patient a une thromboprophylaxie. On a remis les facteurs de risque thromboembolique veineux du patient et je vous rappelle qu'un antécédent d'événement embolique, embolie pulmonaire, thrombose veineuse proximale, c'est un facteur de risque majeur de récidive. Et puis les adaptations sur le rein et sur l'obésité. Ce qui me ramène à la question du départ. À partir du graphique, on se dit, quel est le risque thromboembolique veineux de ma chirurgie? Une ligamentoplastie du genou gauche. Je vous ai montré que le risque d'événement est faible après une ligamentoplastie du genou gauche et qu'il est recommandé de ne pas faire de thromboprophylaxie systématique. Ensuite, on regarde les facteurs de risque du patient, de la patiente. On a dit un antécédent d'événement thromboembolique veineux, c'est un risque majeur. Elle a cet antécédent, il lui faut une thromboprophylaxie. C'est de la chirurgie orthopédique non majeure. Le rivaroxaban, ce serait vraiment bien, sauf qu'elle a une clairance inférieure à 30, ça contre-indique le rivaroxaban, donc on oublie cette option, on repasse aux HBPM. On lui mettrait bien de l'énoxaparine 4000. On regarde son poids, est-ce qu'il faut adapter? Non, 47 kg, on est au-dessus des 45 qui nous ferait baisser, donc 4000 c'est bien. Et on regarde sa fonction rénale, 20 minutes, il faut adapter puisqu'on est entre 15 et 30, et donc c'est 2000 unités une fois par jour. J'en ai fini, je vous remercie.